Bien, nous allons consacrer quelques minutes à la polarimétrie. Alors quelques minutes, on pourrait y passer des heures. Il y a des ouvrages entiers qui sont consacrés à cette technique d'usage des images radars. Et nous allons simplement effleurer les bases pour voir quel est le domaine d'intérêt. Alors de quoi s'agit-il? Les ondes qui sont émises par les antennes peuvent être, on le dit, polarisées. Ça veut dire que la direction d'oscillation du champ électrique lors de la propagation reste parallèle à un axe fixe. Alors on l'a déjà vu dans les généralités, vous avez une polarisation dite horizontale quand le champ vibre horizontalement et une verticale lorsque le champ vibre verticalement. Ceux-ci sont des documents du CNES. Le vertical se comprend mieux si on imagine que le radar émet à l'horizontale, comme pour les radars de navires, et du coup, effectivement, le champ vibre verticalement. Alors l'intérêt de disposer de deux polarisations selon des axes orthogonaux, c'est qu'en combinant ces polarisations avec des phases adaptées, voire des amplitudes adaptées, on est capable de restituer des polarisations elliptiques ou circulaires dans un sens ou dans l'autre. Ceci est donc un intérêt majeur de la technique, car on va pouvoir, en bout de piste, simuler les réponses que l'on obtiendrait avec n'importe quelle polarisation. Alors, ce ne sera pas abordé ici, ça correspond donc à des développements polarimétriques plus calculatoires que ce que je vais présenter moi-même maintenant. Alors, pour simplifier l'approche, on va s'efforcer de regarder historiquement comment les termes de polarisation sont introduits dans le vocabulaire et pourquoi ils ont posé des questions et pourquoi ils ont apporté ensuite des solutions. Alors, avec ERS et JERS dans les années 95, donc il y a une vingtaine d'années, nous disposions d'images en bande CVV pour ERS et bande L HH pour JERS. Nous allons regarder un exemple, le barrage de Petit Saut en Guyane, où la mise en eau du barrage a laissé en place des troncs qui étaient donc semi-immergés. Quelle réponse a-t-on observé en bande C? Polarisation VV, une image somme toute qui donne une impression de classicisme avec de l'eau extrêmement sombre, on ne voit pas les troncs, la réponse est trop faible, et on se retrouve donc avec une image d'étendue d'eau classique, je dis. Avec la bande L polarisation HH, on se retrouve avec une réponse complètement différente, c'est-à-dire que toute la zone inondée, semi-boisée, apparaît avec une réponse extrêmement forte. Conclusion, il n'y en a pas vraiment, puisque nous avons changé entre les deux, la bande C, VV, la bande L, HH, donc ça pose des questions de discrimination entre bande et polarisation. Continuons les exemples avec ERS et JERS. Ici, nous sommes sur la plaine littorale de Kourou avec des paysages assez variés, phénomènes d'érosion, inondations en saison humide, des saisons sèches avec moins d'inondations et puis des savanes, des marais inondés. Voilà. L'exemple proposé consiste à travailler avec une image JERS et deux images ERS, une en saison sèche, une en saison humide. On va voir le résultat ensuite. Sur l'image JERS en bande L, la mer est sombre, on a compris déjà pourquoi. Le contraste entre la végétation dense de forte biomasse de la mangrove, de la forêt, avec la plaine littorale est un contraste qui est assez marqué dans les images, puisque la plaine littorale est caractérisée par des marais, des savanes de faible biomasse et de faible rugosité en termes de rugosité comparée à la longueur d'onde. Sur ERS, la plaine littorale présente des réponses extrêmement variées, beaucoup plus variées, avec donc une homogénéité dans les niveaux de réponse qui est complètement différente de celui de JERS. Sur JERS, on voit des phénomènes d'érosion dans la mangrove qu'on ne voit pas avec ERS, l'image, la bande C étant moins pénétrante que la bande L. Voilà, dit très brièvement, la différence entre ces deux images. Alors, comme souvent en télédétection, quand on a des canaux séparés sur une même scène, il est intéressant de faire une composition colorée, visuelle, donc, pour avoir un effet visuel. Et voilà le résultat. Donc ici, il y a deux images ERS en saison sèche et humide et une image JERS. Donc la diversité des couleurs traduit la diversité des
conditions de terrain. Alors, si l'on compare cette image avec la carte botanique établie par les collègues du LET à Toulouse, on voit qu'il y a une excellente coïncidence. Et si vous fixez, par exemple, un contraste, un changement de nature de végétation, eh bien, il y a toutes les chances que vous le retrouviez dans l'image précédente. Donc ça veut dire que, dans notre cas, bande CVV, bande LHH semble un produit d'excellente qualité pour suivre des surfaces végétalisées dans ce contexte de forte variation de type de végétation, d'inondation, et le biomasse variable, et nous en resterons là avec ERS et JERS. Avec ASAR, 2002-2012, alors nous sommes limités aux satellites précurseurs de Sentinelle pour cet exposé jusqu'en 2012. Ensuite, il y a Pulsar qui va être en bande L, lui, et qui va nous apporter du 109. Mais dans l'immédiat, ASAR présentait l'intérêt suivant. Il était en bande C comme ERS, mais il avait une capacité de polarisation diversifiée. Le plus simple pour voir les variations était de considérer deux polarisations. Ce que l'on va faire avec HH et HV, en fait, dans les images. Les résultats fournis par ASAR ne fournissaient pas de différence de phase entre les canaux. Il s'agissait simplement des intensités mesurées ou puissances moyennes mesurées, comme on l'a vu précédemment, mais sans phase. Et voilà les résultats. En bande C, polarisation HH, en bande C, polarisation VV. Donc on retrouve notre polarisation VV classique, mais en bande C, polarisation HH, on retrouve un résultat qui semblait vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'agissait très probablement dans le résultat de JERS en bande L, HH très virulent, là on voyait une image blanche, donc d'une contribution de la polarisation HH. Alors, comme le niveau CHH est plus faible que LHH, on va dire que la bande joue un rôle et que la polarisation joue un rôle. Mais clairement, ici, c'est la polarisation qui l'emporte dans la contribution et la discrimination entre les deux polarisations est très forte en bande C, comme elle le serait en bande L d'ailleurs. Autre résultat avec ASAR, on l'a déjà vu, c'est un résultat assez simple qu'on peut mémoriser. On est sur le Gabon, il y a de la forêt ici à l'est, de la mer à l'ouest. La polarisation VV marque mal le littoral. On a une variation ici liée à l'angle d'incidence, comme on l'a déjà expliqué, la trace allant ici de l'angle 19 degrés à 26 degrés. Donc c'est même un problème de rétrodiffusion, c'est plutôt un problème de surface mesurée, et puis quand même de coefficient de rétrodiffusion un peu plus fort pour les incidences les plus faibles. Bon, voilà, VV assez classique comme résultat, et HV, fourni par ASAR, fournit quelque chose de très net. Une discrimination entre la mer et la forêt. La mer, c'est une surface, et il n'y a pas de changement de polarisation. C'est ce qu'on voit, et on verrait la même chose s'il s'agissait d'un sol nu. Donc on peut retenir ce résultat assez simple, alors que sur la forêt, manifestement, HV existe. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, ça, celle-ci également, il y a deux sujets à discuter, qui sont, premièrement, expliquer pourquoi, sur une surface nue, on n'a pas de HV, et on en a sur de la végétation, donc comparer les puissances reçues dans les deux cas, et également comparer HH et VV sur de la forêt inondée. Donc nous allons pour cela passer au tableau. Premier élément de la discussion, c'est cette histoire de réponse élevée sur de la végétation. Eh bien, on peut l'imaginer assez simplement en considérant que dans la végétation, il y a des feuilles. On va prendre des feuilles, il y a aussi des branches, mais les feuilles vont nous simplifier la vie, on va dire. Voilà des feuilles simplifiées. Et une onde qui arriverait, par exemple, dans la direction H. Alors, la direction H, elle est relative à l'antenne. Elle n'est pas relative
à la feuille. Donc en fait, la polarisation, alors je vais dessiner mes feuilles plutôt sous forme de feuillet, là, voilà. Hein. La polarisation qui intervient par rapport à la feuille va avoir va correspondre à une vibration qui se fait dans une direction qui n'a rien à voir avec les directions spécifiques de la feuille. Et dans mon cas ici, par exemple, ce qu'on considère, c'est que la contribution horizontale de la direction de vibration du champ électrique va changer de signe, alors que la contribution verticale va rester la même. Donc ça, c'est de l'électromagnétisme. Ce qui fait qu'en ayant cette direction de polarisation, à la réflexion, on va se retrouver avec une polarisation qui aura changé de direction, qui restera rectiligne. En plus, il y aura la direction la réflexion qui va introduire également une autre direction. Donc un phénomène double de changement de direction lié à la réflexion et de comportement des composantes à l'intérieur de la feuille et perpendiculaire à la feuille différentes. Ce qui veut dire que, en arrivant avec une direction de polarisation, sur une feuille, on part avec une autre. Et il suffit de voir successivement plusieurs feuilles pour que, en arrivant en H, on ressorte avec une contribution quelconque en V. Donc si on arrive en H, à la sortie, on va avoir du HH, mais également du HV. C'est-à-dire que la succession des réflexions introduit une modification des composantes polarisées. Et ce phénomène-là, on l'analyse en disant qu'on a de la pénétration dans la végétation. Et cette pénétration conduit, avec des réflexions successives, à l'apparition d'une composante HV. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de HH, mais en tout cas, il y a du HV. Quand on est sur une surface nue, à la réflexion, il n'y a pas de changement de polarisation. Voilà. Il n'y a pas de changement de polarisation, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en rétrodiffusion. Il peut y en avoir un petit peu, si la surface est orientée n'importe comment, en réflexion spéculaire, mais en rétrodiffusion, si on arrive en H, eh bien, on sort en H. Si on arrive en V, on sort en V. Voilà donc des explications qui nous permettent de voir que le HV est élevé sur de la végétation, avec phénomène de pénétration dans les branchages, alors que sur une surface nue, on doit s'attendre à avoir des HV très faibles. Donc, HV très faibles. Alors, surface nue, ça peut être rugueux ou pas rugueux, c'est des surfaces nues. Alors, pour ce qui est des forêts inondées, voilà, donc je reviens sur un transparent que l'on va reprendre pour expliquer rapidement la différence de comportement entre HH et VV sur cette figure simple où l'on a un tronc de l'eau par exemple. Alors ça pourrait être un sol assez lisse pour éviter les déperditions d'énergie au moment de la réflexion. Donc on a une onde qui arrive, qui rebondit, qui repart, et dans la mesure où on a un dièdre à 90 degrés, la direction de réflexion est parallèle à la direction d'incidence. Alors il se passe des choses, je dis rapidement, c'est simplifié en plus, mais ça suit un peu les résultats qu'on obtient. Lorsque le champ est horizontal, au moment de la réflexion, il change d'orientation. Alors c'est l'orientation générale. Le champ vibre, mais disons il y a un déphasage de pi entre le champ qui se réfléchit sur l'eau et celui qui était incident. Même phénomène sur le tronc, c'est-à-dire que on va retrouver pour le H en sortie, donc
le H réfléchi, en gros, en phase, enfin, il n'y aura pas de changement de phase globale avec le H incident. Alors mon vocabulaire n'est pas très bon, on va dire qu'il n'y a pas de différence de comportement sur la phase origine pour ce cas-là. Dans le cas du champ vertical, alors on peut, en suivant les composantes, si la composante horizontale change de signe, l'autre ne change pas, la normale ne change pas, donc on va se retrouver avec un champ qui aura la direction suivante en termes d'orientation pour le second. Alors il s'agit de l'axe, hein, je répète, et le même phénomène ici qui va nous faire un champ V qui, lui, voilà, V réfléchi, va ajouter une différence de phase de pi par rapport au V incident. Que fait-on avec ça? On voit qu'entre HH et VV, il y aura une différence de pi dans les termes obtenus. Alors, est-ce que c'est important? Ceci, ma foi, ça ne l'est pas trop par rapport à ce que l'on voit, parce que dans nos explications, la différence de phase ne joue pas de rôle. Donc là, on est parti sur une direction d'interprétation qui n'est pas la bonne. Ça servira tout à l'heure, mais pour l'instant, ça ne sert pas. Alors, la grande question, c'est pourquoi la puissance en HH est-elle largement supérieure à la puissance en VV? Alors, notre analyse précédente, a priori, pouvait présenter un intérêt, mais il s'avère qu'elle n'en présente pas immédiatement. Dans le cas présent, ça n'explique pas pourquoi les différences de puissance. Alors, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse des résultats de réflexion des ondes, ce qu'on va faire ici, en introduisant des courbes qui sont, alors il faut regarder celle du bas, qui donnent les puissances réfléchies en H et les puissances réfléchies en V à une interface. Alors, on pourrait discuter longuement de la présence de cette annulation, c'est ce qu'on appelle l'incidence de Brewster, ça dépend des milieux. RO, R-tron ne sont pas les mêmes milieux. Néanmoins, on sait qu'il y a des points faibles dans les puissances réfléchies en V. Donc, on va se retrouver dans cette configuration avec un champ en H qui sera largement dominant, une puissance en HH, puissance HH, largement supérieure à la puissance en VV, puisqu'elle prendra en compte deux événements successifs, l'un pour l'incidence I1 et l'autre pour l'incidence I2. Et les calculs montrent plus détaillés, en prenant les constantes diélectriques, que, eh bien, avec les angles classiques de la rétrodiffusion, 30 degrés pour I1 par exemple, et 60 degrés pour I2, on va se retrouver avec une puissance en VV qui sera beaucoup plus faible. Alors, on peut ajouter quelques mots sur le fait que on a l'impression que ce phénomène est exacerbé avec HH. En fait, ce qui va suivre est valable pour les deux, mais notre histoire d'incidence de Brewster l'emporte pour démontrer ça. Alors la suite, c'est la suivante, c'est que les ondes qui arrivent ici, les ondes qui arrivent à côté, qui sont des ondes incidentes, qui se réfléchissent, voilà, se réfléchissent. Si l'on compare les chemins optiques entre l'onde incidente, ici j'ai dessiné un plan d'onde, on va l'appeler sigma, le plan d'onde incident, et le plan d'onde réfléchi, qui correspond également à des rayons parallèles, il s'avère que les cheminements optiques de toutes les ondes qui sont passées à l'interface dans le système ici O-tron sont à la sortie, présentent des différences de chemin optique identiques et sont donc en phase. Alors ça c'est très important, ça dépasse un peu le simple calcul de Brewster de tout à l'heure, c'est que si vous avez dans ce cadre de réflexion tous les rayons ici qui repartent après être intervenus et être réfléchis, voilà, je peux tous les dessiner, ils vont tous repartir en phase par rapport au plan d'onde initial. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir à additionner tous ces champs et en imaginant, alors c'est un schéma extrêmement simple, mais qui correspond
qui suit la réalité. Ici, j'ai n ondes. Si je les additionne en phase, l'amplitude du résultat sera égale à n fois l'amplitude initiale. Et au niveau puissance, donc la puissance du résultat, eh bien, ce sera n au carré fois le A0 carré, et je n'aurai pas donc à additionner simplement des puissances avec un facteur n, comme on pourrait l'imaginer si on ajoutait les éléments de manière, on dit, incohérente, c'est-à-dire sans tenir compte de ces phénomènes de phase, mais avec un facteur n2. D'où ce renforcement extrêmement violent de la réponse dans le cas des forêts inondées, comme on l'a vu tout à l'heure, surtout avec la bande L, de manière moindre avec la bande C, qui présente des coefficients de réflexion un peu plus faibles. Et l'incidence de Brewster vient pour expliquer la différence entre HH et VV. Alors Brewster. Et il annule V. V est faible à cause de cela. Voilà donc des résultats qui sont intéressants que l'on doit à Assar dans l'analyse historique des résultats. Maintenant, on va regarder un petit peu, comme je l'annonçais tout à l'heure, ce qui se passe avec Pulsar. Pulsar étant complètement polarimétrique, avec des polarisations, 4 polarisations. Alors il s'avère en fait que pour un radar monostatique, c'est-à-dire un radar où les antennes d'émission et antennes de réception sont identiques, nous avons HV qui est égal à VH, on va dire. Donc ça simplifie, on a 3 termes différents. Et ce qu'amenait Pulsar à l'époque, donc le satellite ALOS, qui est aujourd'hui remplacé par ALOS 2, donc qui fonctionne, c'est le fait qu'on avait les phases qui étaient disponibles pour l'ensemble des polarisations. Alors, on ne va pas trop discuter de HV. HV, on a compris qu'il était assez fort sur la forêt, faible sur les surfaces. HH et VV peuvent être également assez forts sur la forêt. Et il y a des différences de comportement qui sont légèrement, à observer selon que l'on a affaire à les quelques milieux qu'on rencontre souvent dans cet univers tropical, soit un sol nu, voilà, soit de la végétation dense, et soit, ce qui nous intéresse dans le cas présent, de la forêt inondée. Voilà, c'est un comportement de structure que l'on rencontre souvent. Alors, pour la végétation dense, on l'a vu tout à l'heure, c'est caractérisé par un niveau élevé de HV, les sols nus étant caractérisés par un niveau faible de HV. Alors, je vais changer de feuille on va reprendre le sol nu. Voilà, donc on a un tableau là, représentatif des différentes structures cibles que l'on peut rencontrer. Sur un sol nu et la forêt de végétation dense et de la forêt inondée. Donc sur un sol nu, on va dire pour simplifier que HH en module est de l'ordre de VV en module, même puissance, disons, sachant que VV est souvent un peu supérieur à HH. Et ce que l'on remarque, c'est que les phases de HH et les phases de VV sont voisines. Il n'y a pas de phénomène de phase marqué. On sait que HV est très faible. HV sur la végétation dense est élevé, on l'a vu, et sur de la forêt inondée, donc une double réflexion, en fait on a un doublement du phénomène de réflexion sur une seule surface, et ici il reste très faible, parce que par rapport au tronc et au sol, les directions H et V sont spécifiquement celles qui correspondent à la surface. Voilà, donc ce que l'on remarque c'est ça. Quand on passe dans la végétation dense, on va dire que HH est de l'ordre de grandeur de VV, même si cette fois-ci HH est légèrement supérieur à VV en général, et les phases PHH et FIVV ne sont pas vraiment comparables parce qu'il y a des phénomènes de pénétration et la phase ne donne pas des résultats simples. Donc
stable. Quand on passe dans les forêts inondées, ce que l'on a vu, c'est que HH était supérieur à VV en module, hein, et que les phases présentaient, on va l'écrire comme ça simplement, différence de phase de pi. Alors, le fait de connaître la phase peut-il enrichir la représentation polarimétrique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Alors, on va supposer que la réponse en HH, voilà, on va se mettre sur un sol nu, et on va écrire la réponse en HH, donc HH égale une certaine amplitude de HH, de puissance phi HH, et sur le sol nu, VV égale amplitude de VV, de puissance J phi VV. Les deux phases étant relativement semblables, quand on fait une représentation dans le plan complexe des deux résultats, on va avoir des résultats qui vont être différents par l'amplitude. Ça c'est VV, ça c'est HH, hein, et des phases voisines, voilà les deux résultats. Pour tirer un maximum de profit de l'existence de ces deux termes et du fait qu'ils soient quasiment en phase, on a l'habitude de dire que, en fait, ce qui va être intéressant pour repérer un sol nu, c'est de considérer la somme HH plus VV. Voilà. Parce que les deux étant en phase, la somme sera majorée. Alors, dans le cas de la forêt inondée, hein, qui est le cas le plus spécial, hein, que l'on voit, donc pour la forêt inondée, on va avoir une certaine amplitude pour VV, une certaine amplitude pour HH, donc je mets HH ici, et je sais que VV sera plus faible, mais avec une différence de phase de l'ordre de... Donc ça veut dire que pour la forêt inondée, la quantité complexe à considérer, hein, puisque les termes ici sont des termes complexes, ça va être HH moins VV en module. Voilà, ce sont des résultats qui émanent de ce qu'on a dit avant, hein, qui correspondent à des résultats tant c'est théorique mais également expérimentaux, hein, qui font que pour les sols nus, on les mettra plutôt en évidence par un canal de type HH plus VV en module, et pour les forêts inondées, plutôt HH moins VV. Quant aux forêts végétation dense, ce sera le canal HV qui va jouer un rôle dominant, hein, et qui fera la différence, on va dire, hein, puisque les autres seront à peu près identiques. Hein. Et cet esprit du travail, là, avec ces manipulations, correspond à ce qu'on appelle, dans le langage de polarimétrique, la décomposition de poly. Voilà, ça, quelque chose qu'on peut retenir parce que c'est assez classique et ça fonctionne bien. Alors, voilà un schéma récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc là, nous sommes sur ces schémas avec le tronc, le sol, la végétation. Vous avez ici les rappels des propriétés que l'on a vues et l'explication donc des choix qui sont faits pour les calculs en complexe. Application. Nous avons ici un travail qui avait été fait par David Niamien, j'ai oublié de mettre son nom, hein, sur la Guyane, avec des résultats polarimétriques, donc la décomposition dite de poly, qui est rappelée un peu en cartouche ici, c'est-à-dire ce qui est sol nu est travaillé en bleu, ça correspond à HH plus VV en module. Ce qui est joué en vert, c'est ce qui correspond à de la végétation, c'est donc le module de HV. Et ce qui est joué en rouge, c'est HH moins VV, comme on l'a expliqué. Hein. Et ça donne une grande diversité de teintes, hein, dont l'intérêt peut être vu en comparant avec une image optique de Terametrix. Alors, il est clair que l'image optique de Terametrix a été dégradée en termes de résolution, et que tous les détails qui sont présents dedans, hein, qui permettent aussi l'interprétation, ne sont pas présents, puisqu'on a dégradé la résolution spatiale pour rejoindre celle de Pulsar, qui est de l'ordre de 20 mètres. Mais on voit donc l'esprit des choses et que la polarimétrie permet d'aborder des problèmes de structure, hein, des milieux, que ne permet pas l'optique, puisqu'en optique, on reste très superficiel.
Voilà, donc des résultats. Ici, donc, la teinte rosée correspond à des zones qui sont en double réflexion, donc les troncs inondés. Ça peut être dans la mangrove. Ici, très probablement des marais. Hein. Ici également des rosés, peut-être des roseaux. Et puis, ce résultat qu'on a expliqué sur la forêt inondée, on le retrouve également sur la ville, avec des phénomènes de double réflexion entre le sol et les bâtiments. Voilà, donc la richesse de la polarimétrie tient à ces quelques idées, avec aujourd'hui, donc, dans l'espace, ALOS 2 en bande-L et Sentinelle qui permet de travailler alors, dans le mode classique d'acquisition avec deux polarisations, VV et VH, comme vous le verrez en TP.